Dans une précédente vidéo, on a vu ensemble que l'orbite de Mercure autour du Soleil ne suit pas une ellipse périodique, elle suit une ellipse qui reboucle sur elle-même un peu plus tard, et donc une ellipse qui se décale à chaque orbite. Alors ici, bien sûr, c'est très exagéré. En réalité, l'ellipse tourne très très lentement au cours de centaines d'années. Et ce qu'on avait montré dans la vidéo sur ce sujet, c'est qu'une partie de ce décalage peut être expliquée par la relativité générale d'Einstein. Et c'était effectivement une des premières observations qui a permis de valider expérimentalement la théorie d'Einstein. On avait dit aussi dans cette vidéo que cet effet n'est pas le seul et qu'en réalité, même sans la relativité générale, les planètes précessent, c'est-à-dire que leur trajectoire elliptique tourne comme ça au cours du temps. Et donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre et de faire le calcul avec la mécanique de Newton cette fois-ci, et en particulier, on va essayer de déterminer la précession de l'orbite de Mercure. Alors l'effet qui nous intéresse ici, ça va être l'influence d'autres planètes qui sont plus loin, et donc en particulier par exemple de Vénus, qui se situe juste derrière Mercure et qui est un peu plus massive que Mercure, un peu moins massif que la Terre, mais presque la même masse que la Terre, et donc il va avoir un effet gravitationnel sur Mercure. Il faut imaginer qu'on a l'attraction du Soleil qui domine très largement, et puis une petite attraction vers Vénus. Et en fait, on fera à la fin de cette vidéo un calcul où on ajoutera toutes les autres planètes et on regardera la contribution totale de tout le système solaire sur Mercure. Alors cette attraction gravitationnelle vers Vénus, eh bien, elle va créer une perturbation par rapport à la situation parfaite où on n'aurait que deux corps, que le Soleil et Mercure, et c'est ça qui va faire tourner l'orbite peu à peu. Pour faire ce calcul, en toute rigueur, il faudrait considérer l'excentricité et l'inclinaison des orbites. Ici, on va faire un calcul un peu plus simplifié, et donc on va considérer des orbites quasi circulaires, et toutes dans un même plan. Alors on imagine que Mercure suit une trajectoire circulaire ici, et puis Vénus suit elle aussi une trajectoire circulaire. Bon alors commençons par poser les variables du problème. La masse du Soleil, on va l'appeler grand M, c'est elle qui prédomine. La masse de la deuxième planète qui attire, donc Vénus dans notre cas, on va l'appeler petit m, c'est une masse importante mais plus faible que celle du Soleil. Et puis la masse de Mercure, on va l'appeler mu, elle est encore plus petite, et puis on verra en réalité qu'elle n'intervient pas puisque la chute des corps et donc la trajectoire des orbites ne dépend pas de la masse du corps en question. Une chose qu'il est important de préciser, c'est qu'on va négliger l'influence gravitationnelle de Mercure sur le Soleil et sur l'autre planète. On imagine vraiment que Mercure ici est une particule test qui se déplace sans influencer le reste, et ce qui nous intéresse, c'est de voir quelle est sa trajectoire au fil du temps. Alors on sait expérimentalement que la précession des orbites est extrêmement lente, et pour Mercure par exemple, ça prend des centaines de milliers d'années pour que la trajectoire elliptique revienne à son orientation de départ. Et donc en particulier, les deux planètes, Vénus et Mercure, vont avoir parcouru des centaines et des centaines d'orbites d'ici là. Donc il faut s'imaginer que cet effet d'influence ici, il est vraiment moyenné sur toutes les positions possibles que peut avoir Vénus autour du Soleil. C'est-à-dire qu'à un instant précis, Vénus va se trouver ici par rapport à Mercure qui se trouve ici, mais à un instant suivant, Vénus peut se trouver ici, ou ici, ou ici. Et il faut vraiment faire la moyenne, la somme de toutes ces contributions pour obtenir l'influence que va avoir la présence de cette planète sur la précession de l'ellipse de Mercure. Donc ce qu'on va faire, au lieu de considérer que la planète est ponctuelle ici, c'est de considérer que la planète est étirée tout le long de son orbite. Donc on va imaginer d'une certaine façon qu'on dilue la masse de Vénus sur toute son orbite. Ça fait une sorte d'anneau extrêmement fin de masse totale, petit m. Et ça va nous permettre de considérer la moyenne de l'influence gravitationnelle pour toutes les positions possibles entre les deux planètes. Donc désormais, l'attraction gravitationnelle, elle est dirigée radialement, ce qui est beaucoup plus pratique puisque ça nous rétablit une forme de symétrie. La situation est parfaitement la même si l'on fait tourner notre diagramme. Bon, et bien à partir de là, on peut noter petit a, le rayon de l'orbite de Mercure. Alors petit a, c'est pour dire le demi-grand axe, puisqu'en réalité, l'orbite de Mercure est une ellipse. Le grand axe, c'est le diamètre long de l'ellipse, et le demi-grand axe, c'est la moitié de ce diamètre. Et donc, dans notre approximation, où on regarde une trajectoire quasi circulaire, eh bien, le rayon du cercle est à peu près égal à celui du demi-grand axe. Et puis, on va noter grand R, le rayon de l'orbite de l'autre planète, donc de Vénus ici. Et cette orbite est vraiment considérée comme un cercle. En première approximation, la trajectoire précise n'a pas vraiment d'importance.
Bon, mais donc ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir la précession de cette orbite. Donc on veut imaginer que Mercure ne suit pas exactement un cercle, mais qu'elle est très légèrement décalée vers l'intérieur au départ. Donc on dit que c'est son périhélie, c'est là où elle est le plus proche du Soleil. Et puis très légèrement décalée vers l'extérieur à l'opposé, c'est ce qu'on appelle l'aphélie, là où elle est le plus loin du Soleil. Donc la vraie distance à chaque instant entre le Soleil et Mercure peut varier. On va l'appeler petit r, et elle va dépendre du temps, mais dans notre approximation, elle va toujours rester assez proche de la valeur de petit a. Et puis enfin, on a un angle θ qui va permettre de repérer la trajectoire tout du long de l'orbite. Alors pour déterminer la trajectoire, eh bien, il faudrait connaître les forces qui s'appliquent sur notre objet, sur Mercure ici. On a deux forces, l'attraction gravitationnelle du Soleil et celle de cet anneau qui représente Vénus moyennée sur toutes les positions possibles. Pour l'instant, on ne va pas s'intéresser vraiment à décrire ça. On va imaginer simplement que ces deux astres, donc l'anneau et le Soleil, forment à eux deux un potentiel gravitationnel qu'on va noter phi de r. Et il faut s'imaginer que ce potentiel ressemble à peu près à ça. Donc on a phi de r ici. Et donc ça ressemble à peu près à un puits de potentiel. Ici on a le Soleil. Le Mercure est ici, elle a envie de tomber vers le Soleil. Mais on a un tout petit puits qui vient s'ajouter comme ça, des deux côtés, et qui correspond à cet anneau qui lui aussi a une influence gravitationnelle. Donc si Mercure est ici, eh bien elle est très attirée par le Soleil, mais elle est aussi un petit peu attirée vers le puits, l'autre puits de potentiel qui est ici et qui représente Vénus. Donc voilà, phi de r, c'est une fonction. Pour l'instant, on ne va pas la déterminer, on va la laisser telle qu'elle, comme une fonction arbitraire, et puis on va la déterminer à la fin de la vidéo. Bon, alors j'ai refait une version un peu plus claire du diagramme, et on va essayer de calculer la trajectoire de Mercure. Pour faire ce calcul, on va utiliser l'approche lagrangienne. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, on fera peut-être une vidéo sur ce sujet. Et en particulier, il y a des équations qu'on appelle les équations d'Euler-Lagrange, qui permettent à partir du Lagrangien d'obtenir les équations du mouvement sans avoir à faire de la dynamique, c'est-à-dire sans avoir besoin de faire un bilan des forces comme on le ferait classiquement en physique de Newton. Alors la seule chose qu'il faut savoir pour cette vidéo, c'est que le Lagrangien est égal à l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Et l'équation de Euler-Lagrange nous dit que la dérivée par rapport au temps de la dérivée partielle du Lagrangien par rapport à une des coordonnées, donc ici prenons la coordonnée r, dérivée elle-même par rapport au temps, donc dérivée par rapport à la vitesse de cette coordonnée, ceci est égal à la dérivée partielle du Lagrangien par rapport à la coordonnée elle-même. Voilà. Et donc cette équation, elle vaut pour r, mais elle vaut aussi pour θ. Donc on a une deuxième équation qui nous dit que la dérivée par rapport au temps de la dérivée partielle du Lagrangien par rapport à θ point est égale à la dérivée partielle du Lagrangien par rapport à θ. Et ici, les points dénotent des dérivées par rapport au temps. Donc r point, c'est la dérivée de la distance entre le Soleil et Mercure par rapport au temps. Et θ point, c'est la dérivée de l'angle formé par Mercure autour du Soleil. Bon, alors on peut tout de suite exprimer l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, on sait que c'est 1/2 de mv2. Alors ici, m, c'est la masse de Mercure, donc c'est mu. Et v2, c'est la vitesse au carré de la planète. Alors notre planète, ici, on va exprimer sa vitesse en fonction de r et θ. Donc, si je zoome sur cette petite zone, on a l'axe radial avec Mercure qui est situé ici. Et puis elle a une vitesse qui est dirigée comme ça, disons, et qui a donc deux composantes. Une composante radiale, ici, et puis une composante orthoradiale, une composante angulaire de sa vitesse. Et par le théorème de Pythagore, eh bien, on sait que v carré doit être égal à la somme des deux composantes au carré. Alors, la vitesse radiale, eh bien, c'est simplement la dérivée par rapport au temps de r, donc c'est r point. Et puis, la vitesse orthoradiale, eh bien, c'est θ point, la dérivée de l'angle, fois r, pour obtenir une vitesse, puisque si on parcourt un même angle, mais deux fois plus loin, eh bien, on a parcouru une distance deux fois plus longue, donc on a parcouru cette distance avec une vitesse deux fois plus élevée. Bon, donc on sait que la vitesse au carré vaut r point carré plus r carré θ point carré. Ça, c'est pour l'énergie cinétique. Maintenant, l'énergie potentielle, eh bien, on a vu qu'on avait un potentiel gravitationnel qui était une fonction phi de r, qui est générée à la fois par le Soleil et par Vénus. Et donc, sans essayer d'exprimer cette fonction pour le moment,
on peut simplement remplacer l'énergie potentielle par cette fonction. Et il faut la multiplier par la masse de la planète, puisqu'on va décider que ce potentiel ne dépend pas de la masse, mais ça c'est vraiment une convention. Alors on a notre Lagrangien, maintenant on peut le dériver par rapport à R point, par rapport à R, par rapport à θ point et par rapport à θ. Alors la dérivée du Lagrangien par rapport à R point, eh bien R point n'intervient qu'ici, donc la dérivée de R point au carré par rapport à R point, c'est la dérivée de X carré par rapport à X, donc c'est 2 R point. Le 2 va s'annuler avec le 1,5 et on va obtenir mu fois R point. La dérivée du Lagrangien par rapport à R cette fois-ci, eh bien on a ce terme-là et ce terme-là qui dépendent de R. Donc pour ce terme-là, on a R carré dérivé par rapport à R, ça va donner 2R. Le 2 va s'annuler avec le 1,5, on va obtenir mu R θ point carré. Et puis pour ce terme, on va obtenir moins mu fois la dérivée de phi par rapport à R. Et encore une fois, on ne connaît pas cette fonction, donc on ne connaît pas sa dérivée. Et ici, vous pouvez commencer à voir pourquoi la masse de Mercure, mu, ne va pas rentrer en compte, puisqu'elle intervient partout et on pourra la factoriser dans les équations. Bon, alors maintenant, faisons les dérivées par rapport à θ point et θ. Alors la dérivée par rapport à θ point n'est que ici, donc la dérivée de θ point carré par rapport à θ point, c'est 2θ point. Le 2 va s'annuler avec 1,5. Donc on obtient mu R carré θ point. Et la dérivée du Lagrangien par rapport à θ. θ n'apparaît nulle part, et donc ça vaut 0. Bon alors, injectons toutes ces expressions dans les deux équations de l'aire Lagrange. La première, radiale, va nous dire que la dérivée par rapport au temps de mu R point est égale à tout ça. Alors la dérivée par rapport au temps de mu R point, c'est mu R point point. Et je vais tout de suite diviser par mu tous ces termes, puisqu'on peut se permettre de diviser par mu les deux côtés de l'équation. Donc on va obtenir R point point, c'est la dérivée seconde de R par rapport au temps, est égale à ceci, et donc R θ point carré moins phi prime de R. Donc on a une première expression qui nous dit comment accélère l'altitude de la planète Mercure par rapport au Soleil. Et on identifie dans cette expression la force centrifuge, qui dépend de la vitesse angulaire, et la force gravitationnelle, qui dépend de la dérivée du potentiel gravitationnel. Bon, et bien maintenant, la deuxième équation, la dérivée par rapport au temps de dl sur dθ point, donc de ça, va valoir dl sur dθ, c'est-à-dire 0. Et donc ici, pour la deuxième équation, on a la dérivée de quelque chose qui vaut 0, c'est-à-dire que cette chose-là doit être une constante. Et donc on peut écrire que ceci doit être une constante par rapport au temps. Alors mu, c'est lui aussi une constante, donc on peut l'enlever. Et donc ça nous dit qu'on a une constante, que je vais appeler grand H, qui est en fait le moment cinétique par unité de masse, qui vaut R carré θ point. Et ça, c'est donc une constante par rapport au temps, puisqu'on a dérivé ici par rapport au temps. Lorsque Mercure se déplace le long de sa trajectoire, elle a beau changer d'altitude et changer de position angulaire, cette constante, grand H, ne va pas changer au cours de la trajectoire. Donc ça, c'est très pratique puisque ça nous permet de réécrire θ point comme H sur R carré. Et si on réinjecte ça dans l'équation du dessus, eh bien, ça nous donne que R point point est égal à R θ point carré, c'est-à-dire fois H carré sur R4, donc ça donne H carré sur R3, moins phi prime de R. Et là, on a quelque chose qui ne dépend que de R et plus de θ point. Bon, alors, à partir de là, on peut s'intéresser à déterminer la vitesse angulaire de l'orbite circulaire ici. Donc, si Mercure suivait l'orbite circulaire, elle aurait une certaine vitesse angulaire grand oméga, qui serait constante, puisque l'orbite est partout la même, c'est un cercle, donc la vitesse angulaire n'a pas de raison de changer. Alors, pour déterminer oméga, eh bien, on sait que le long du cercle, R point point vaut 0, puisque la coordonnée R ne change pas, donc sa dérivée seconde est nulle. Et donc on a 0 qui est égal à R θ point carré. Donc θ point dans ce cas circulaire, c'est oméga. Et puis petit r, dans ce cas circulaire, c'est le demi-grand axe petit a. Ceci moins phi prime, évalué en a. Donc ça nous donne que oméga, la vitesse angulaire de l'orbite circulaire, doit valoir phi prime de a divisé par a, le tout à la racine carrée. Et donc ce qu'on vient de faire ici,
c'est de déterminer quelle est la vitesse angulaire de l'orbite circulaire en fonction du potentiel qu'on n'a pas encore déterminé. Bon, et bien maintenant, il y a une deuxième manipulation qu'on peut faire et je vais vous la montrer avant qu'on en parle. L'idée, ça va être de partir de R ici et de développer un peu cette expression. Et pour ce faire, on va utiliser notre approximation que la planète se déplace presque sur l'orbite circulaire, c'est-à-dire que l'écart entre l'orbite circulaire et la planète, qu'on va appeler delta R, est très petit. On peut écrire que R est égal à A, la trajectoire circulaire, plus delta R, cette petite perturbation. Donc A est constant et delta R peut varier au cours du temps. Donc si on réécrit R c'est la dérivée seconde de R. Donc ici, c'est la dérivée seconde de tout ça, mais puisque A est constant, c'est la dérivée seconde de delta R. Donc on a delta R égale h carré sur R3. Donc là, on remplace R3 par A plus delta R3 moins phi prime de R. Et là encore, on remplace R par A plus delta R. Alors à partir d'ici, on utilise le fait que delta R est très petit. Ça va nous permettre de faire un développement limité. Donc delta R c'est à peu près égal à h carré sur A cube fois 1 moins 3 delta R sur A. Et là, j'ai utilisé le fait que 1 sur 1 plus x au cube, c'est à peu près égal à 1 moins 3x, moins phi prime de A plus delta R. Et là, ce qu'on va dire, c'est qu'une fonction évaluée en un point x plus une petite variation, delta x, eh bien c'est à peu près égal à la valeur de la fonction en x, plus sa dérivée en x, fois la petite variation. Donc c'est-à-dire qu'on a une fonction f qui fait quelque chose comme ça. On prend un point ici, donc ça c'est notre point x, et la valeur en x plus delta x, donc ça c'est delta x, c'est à peu près la valeur en x, f de x, plus la pente de la droite ici, c'est-à-dire f' de x, fois l'écart ici, delta x. Et dans notre cas, la fonction f, c'est phi'. Donc on va avoir que phi' de a plus delta r, c'est à peu près égal à phi' de a, plus la dérivée de phi', c'est-à-dire phi'', la dérivée seconde du potentiel, en a fois delta r. Alors à partir de là, on va essayer de remplacer h par une expression un peu plus sympathique. Et en particulier, on peut faire l'approximation que le moment cinétique de notre orbite est à peu près le même que celui de l'orbite circulaire. Donc pour l'orbite circulaire, on sait que h doit valoir r carré θ point et donc a carré oméga, puisque a c'est le rayon de l'orbite circulaire et oméga la vitesse angulaire de l'orbite circulaire. Et donc en particulier, oméga, puisqu'on connaît, ça vaut ça, grand H doit valoir la racine carrée de a cube fois phi' de a. Donc h carré, ça va être tout ça au carré, donc ça va être a cube fois phi' de a. Or ici on a h carré sur a cube, donc ça va donner simplement phi' de a moins phi' de a, et ces deux termes vont s'annuler. Donc ici on va obtenir simplement h carré sur a cube fois ce terme-là, c'est-à-dire moins 3 delta r sur a puissance 4 h carré, et h carré on a vu que c'est a cube phi' a, moins ce terme-là, moins phi' a delta r. Et là, si on regroupe les termes, on obtient delta r est à peu près égal à moins delta r, facteur 2, le a cube s'annule avec la puissance 4 en bas, ça donne un a au dénominateur, et donc on obtient 3 phi' a sur a plus phi' de a. Alors je ne vous ai pas dit pour l'instant à quoi servait cette manipulation, mais en fait on observe ici une équation qui est de la forme x égale moins oméga carré, une certaine constante, fois x. Et le oméga carré, c'est cette constante qui est là. Or ça, c'est l'équation d'un oscillateur harmonique, c'est-à-dire l'équation qui a comme solution quelque chose de la forme x proportionnel à cosinus de oméga t plus une certaine phase. Donc ce que ça nous dit, c'est que la variation entre notre orbite et l'orbite circulaire, le delta r, va être périodique avec une certaine vitesse angulaire oméga qui est donnée par la racine carrée de tout ça. Donc on peut définir
Alors je vais l'écrire en haut, on peut définir une autre vitesse angulaire, oméga petit r, c'est-à-dire la vitesse angulaire associée à la petite variation orbitale, qui vaut cette fois-ci la racine carrée de 3 φ' sur a plus phi' de a. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces deux expressions, oméga et oméga r, ne sont pas les mêmes. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on a bouclé une orbite, et donc qu'on a parcouru 2π selon la vitesse angulaire oméga, eh bien on n'est pas forcément revenu au périhélie de l'orbite, puisque le périhélie est défini par rapport à delta r, et ce delta r suit une oscillation dont la vitesse angulaire n'est pas oméga, mais oméga r. Donc c'est précisément ça, la différence entre oméga et oméga r, qui va déterminer la précession de l'orbite. C'est ça qui va déterminer si on revient au périhélie de l'orbite un peu plus tard ou un peu avant, et donc si l'ellipse va tourner progressivement au cours du temps. Donc pour résumer, ce qui nous intéresse, ça va être la différence oméga moins oméga r, et ça c'est le rythme qu'on va appeler dφ sur dt, c'est le rythme auquel tourne l'ellipse formée par la trajectoire de Mercure, c'est vraiment le rythme de précession, et on peut le calculer en prenant la différence entre la racine de φ'a sur a et la racine de 3 φ'a sur a plus phi'' de a. Alors pour vérifier qu'on a obtenu quelque chose d'assez logique, on peut regarder ce qui se passe dans le cas où on n'aurait pas de planète ici petit m. Dans ce cas, on a simplement l'attraction par le Soleil. On sait que le potentiel gravitationnel vaut simplement phi de r égale moins gm sur r. Ça, c'est vraiment le potentiel gravitationnel pour une masse ponctuelle. Et donc dans cette situation, on n'aurait que phi' de r, la dérivée de phi, c'est gm sur r carré. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Et donc on aurait ce terme-là qui vaut racine de gm sur a cube. Ce terme-là qui vaut racine de 3gm sur a cube plus la dérivée seconde. Mais la dérivée seconde, phi'' de r, c'est la dérivée de ça, donc c'est moins 2gm sur r cube. La dérivée de 1 sur x2, c'est moins 2 sur x3. Et donc on aurait moins 2gm sur a cube. Celui-là s'annulerait et ça laisserait 1gm sur a cube. Et les deux s'annuleraient. Et donc dans le cas où on n'aurait que le Soleil, cette différence vaut 0 et l'orbite ne précesse pas, ce qui est effectivement ce à quoi on s'attend. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, nous, eh bien, c'est de déterminer le potentiel dans le cas où on ajoute la planète Vénus. Alors le potentiel dans ce cas, eh bien, ça va être la somme des potentiels générés par l'anneau qui représente Vénus et le Soleil. Alors le Soleil, c'est simple, c'est le même potentiel qu'avant, c'est moins gm sur petit r. Et maintenant l'anneau, eh bien, va falloir faire la somme des potentiels générés par chaque petit élément qui compose l'anneau. Et donc c'est une somme infinie, c'est ce qu'on appelle une intégrale. Donc ça va être plus l'intégrale avec un angle θ variant entre 0 et 2π. On intègre ici le long d'un angle θ. Et qu'est-ce qu'on intègre? Eh bien, on veut faire la somme de tous les potentiels générés par les petits éléments de masse. Alors un petit élément de masse comme ça, qui est généré par l'angle dθ, eh bien, sa longueur c'est le rayon fois dθ, donc c'est r dθ. Et donc la masse de ce petit élément, ça va être sa longueur, r dθ, fois la masse totale de l'anneau, divisé par la longueur totale de l'anneau. C'est un cercle et donc c'est 2πr. Donc les r se simplifient et on va obtenir m dθ sur 2π. Donc là on a moins g m dθ sur 2π, où ceci c'est la masse du petit élément. Et maintenant il faut diviser par r la distance entre la planète ici et l'élément. Alors cette distance, eh bien, elle est un peu complexe à calculer, c'est ça qui va créer justement toute la complexité du calcul. Mais ce qui est pratique, c'est qu'on a une symétrie circulaire, donc on peut dire que θ égale 0 est situé ici, aligné avec la planète. Et donc si notre élément de masse se situe ici par exemple, eh bien on veut connaître cette distance-là, où cet angle-là c'est θ. Et par le théorème d'Al-Kashi, la loi des cosinus, cette distance c'est grand R carré plus petit r carré moins 2 r cos θ.
Ça, c'est un résultat qu'on peut connaître, qu'on voit généralement au lycée, mais qui peut aussi se redémontrer avec un peu de trigonométrie. Et bien sûr, ça, c'est la distance au carré, comme dans le théorème de Pythagore, donc il faut prendre la racine carrée. Donc ici, dans notre intégrale, on va avoir au dénominateur la racine de r carré plus r carré moins 2r cos θ. Bon, alors on peut faire un peu de nettoyage, on peut sortir toutes ces constantes de l'intégrale, et puis on peut factoriser en bas par r carré, grand R carré, et sortir le grand R. Donc ça nous donne que phi de R est égal à moins Gm sur R moins Gm sur 2πr fois l'intégrale de 0 à 2π de dθ sur racine de 1 plus r carré sur grand R carré moins 2r sur grand R cos θ. Et là, malheureusement, c'est difficile d'aller plus loin. On obtient ce qu'on appelle une intégrale elliptique et on ne peut pas calculer cette expression avec des fonctions usuelles qui seraient plus pratiques pour exprimer ce potentiel phi de r. Alors, pour la suite du calcul, ce qu'on va faire, c'est utiliser un logiciel. En particulier, c'est un site internet qui s'appelle Desmos, qui est une sorte de calculatrice graphique interactive et qui va nous permettre de rentrer cette intégrale dans une fonction et puis de calculer les dérivées de cette fonction visuellement, graphiquement, pour pouvoir obtenir un résultat. Alors gardez bien en tête cette expression-là et ce résultat-là, et on se retrouve sur Desmos. Alors on se retrouve sur Desmos et on va pouvoir, dans cette calculette graphique interactive, entrer nos équations et obtenir notre résultat. La première chose qui nous intéresse, c'est le potentiel gravitationnel, phi de r. Alors je vais définir une fonction, phi de r, comme étant moins gm sur r, moins g petit m sur 2π grand R, fois l'intégrale entre 0 et 2π de 1 sur racine de 1 plus r carré sur grand R carré moins 2r sur grand R, cos θ, et ici θ je vais l'appeler t, dt. Donc ça, c'est le potentiel qu'on avait trouvé à la main. Alors ici, je vais définir les constantes, grand R, grand G, grand M et petit m, et vous voyez que Desmos me trace la fonction, et donc on observe exactement ce que j'avais dit. Alors, phi de r n'est défini que pour r plus grand que 0, donc je vais ajouter cette restriction, cette contrainte, que petit r doit être plus grand que 0. Et vous voyez, on a exactement ce à quoi on s'attendait. On a un puits de potentiel, ici c'est le Soleil, et on a un second petit puits de potentiel ici qui est défini par Vénus. Donc si grand R augmente, Vénus est de plus en plus loin, et cet autre puits de potentiel est de plus en plus loin. Et si petit m diminue, de la même façon, la masse de Vénus diminue, et puis elle finit par disparaître si petit m vaut 0. Donc ici, on a bien obtenu notre potentiel gravitationnel. Et ce qui est très pratique avec Desmos, c'est qu'on peut simplement écrire phi' de r, alors ici de x, puisque r n'est pas définie, elle est définie que dans cette fonction. Et donc phi' de x, ça nous donne la dérivée, et Desmos calcule automatiquement la dérivée de notre potentiel. Et donc voilà ce à quoi ça ressemble. Et pareil, la dérivée seconde, on peut écrire phi' de x, et on obtient la dérivée seconde, ici en violet. Et donc en particulier, ce qui nous intéressait, c'était le rythme de précession, et on a vu qu'il était égal, alors je vais l'appeler grand D, et ce rythme de précession est égal à la racine carrée de phi' de a divisé par a, moins la racine carrée de 3 phi' de a divisé par a, plus phi' de a. Et on obtient une fonction, et on peut voir ici graphiquement où est-ce que la précession va être la plus grande. Donc si je regarde où est située Vénus, en plaçant une droite verticale en x égale grand R, eh bien on voit que la précession augmente, augmente et augmente à mesure qu'on s'approche de Vénus. Et si la masse de Vénus petit m diminue, eh bien la précession diminue. Et quand petit m vaut 0, eh bien on n'a plus aucune précession. La fonction grand D ici est nulle partout. Alors dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est de connaître la précession de Mercure. Donc au lieu d'utiliser ces valeurs un peu aléatoires, on va définir les valeurs réelles pour l'orbite de Mercure et l'influence de Vénus, donc on va utiliser les grandeurs astronomiques. Et d'ailleurs, il faut qu'on définisse aussi petit a, qui est le demi-grand axe de Mercure. Bon alors là, il n'y a pas de secret, on va aller regarder les valeurs officielles de toutes ces grandeurs. Alors grand G, c'est la constante gravitationnelle de Newton, elle ne change jamais, c'est 6,7 fois 10 puissance moins 11. On va travailler en unité de système international, donc
en kilogrammes, mètres et secondes. Grand M, c'est la masse du Soleil, elle vaut à peu près 2 fois 10 puissance 30 kg. Maintenant, grand R, c'est le rayon de l'orbite de Vénus, donc on va prendre le demi-grand axe de l'orbite de Vénus, et il vaut à peu près 108 milliards de mètres. Maintenant, petit a, c'est le demi-grand axe de l'orbite de Mercure, qui vaut à peu près 58 milliards de mètres. Et enfin, petit m, c'est la masse de Vénus, qui vaut à peu près 4,9 fois 10 puissance 24 kg. Alors j'ai pris deux chiffres significatifs, puisque notre approche n'est pas extrêmement précise, hein. On a fait beaucoup d'approximations, on a négligé l'excentricité des orbites, et on a fait une moyenne en étalant Vénus tout du long de son orbite. Donc avec deux chiffres significatifs, on est déjà largement dans la marge d'erreur. Et avec toutes ces grandeurs, Desmos nous calcule automatiquement la valeur de cette précession orbitale. Ici, c'est uniquement la précession qui est due à l'influence de Vénus sur Mercure, et on voit qu'on obtient 4,5 fois 10 puissance moins 13. Cette valeur, elle est exprimée en radians par seconde. C'est l'unité SI, l'unité du système international pour les vitesses angulaires. Mais maintenant, on veut la convertir en secondes d'arc par siècle, qui est l'unité la plus courante pour étudier la précession des orbites. Et en particulier, c'est en secondes d'arc par siècle qu'on avait exprimé notre résultat de 43 secondes d'arc par siècle dans la vidéo sur la précession due à la relativité générale. Alors pour faire ça, on va prendre la valeur grand D, on va la multiplier par 360 et la diviser par 2π. Ça va convertir 2 radians en degrés, puisque 2π radians valent 360 degrés. Donc maintenant, on a des degrés par seconde. Maintenant, on fait fois 86 400, ça c'est le nombre de secondes dans un jour. Donc on a maintenant en degrés par jour. On peut faire fois 365 et maintenant on a des degrés par an. Fois 100 et on a des degrés par siècle. Et enfin, on veut des secondes d'arc par siècle. Une seconde d'arc, c'est au degré ce qu'une seconde est à l'heure. Donc c'est divisé par 3600. Donc ici, on veut multiplier par 3600. Et on obtient 290 à peu près secondes d'arc par siècle. Alors expérimentalement, on sait que l'orbite de Mercure subit à peu près une précession de 575 secondes d'arc par siècle. Dans ces 575, on a à peu près 40 secondes d'arc qui viennent de la relativité générale, mais il en reste quand même à peu près 500 qui viennent de la mécanique de Newton et de l'influence des autres planètes. Donc ce que ça nous dit ici, c'est que Vénus contribue à 290 secondes d'arc par siècle dans ce résultat de 500 secondes d'arc par siècle. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire la somme de l'influence de toutes les planètes sur Mercure, et donc pas seulement de Vénus. Et pour faire ça, rien de plus simple, il suffit dans notre potentiel gravitationnel ici, d'ajouter la contribution de toutes les planètes une par une. Desmos va nous permettre de créer une liste. Donc je vais créer une liste avec les masses et les demi-grands axes de toutes les planètes. Voilà, donc ici j'ai renommé petit m et grand R la masse de toutes les planètes une par une, et puis le demi-grand axe de toutes les planètes une par une. Donc le numéro 1 c'est Mercure, ensuite Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Alors maintenant ce qu'il faut dire à Desmos, c'est ici dans notre potentiel, au lieu d'utiliser m et grand R qui sont désormais des listes, on va faire la somme pour chaque valeur de petit m et grand R. Donc ici on va rajouter une somme au départ. Donc si vous ne connaissez pas ce symbole, c'est de la notation pour parler d'une somme. Et dans le cas de Mercure, on veut toutes les planètes sauf Mercure, puisque Mercure ne s'influence pas elle-même. Donc on veut commencer notre somme à partir de la planète numéro 2, à partir de Vénus, jusqu'à la planète numéro 8, Neptune. Et donc dans cette somme, ici, au lieu d'utiliser m, on va utiliser la masse numéro n, donc la masse de la planète n. Pareil pour le demi-grand axe, grand R, et pareil ici, et pareil ici. Et maintenant qu'on a fait cette modification, on voit que le résultat s'est actualisé, et on obtient bien 560 à peu près secondes d'arc par siècle, ce qui est très proche du résultat observé, qui est de 575 secondes d'arc par siècle. Alors si on ajoute les 43 secondes d'arc par siècle de la relativité générale, on obtient 600, donc ce n'est pas exactement en accord avec les observations, et ça vient du fait que notre méthode est approximative, et en particulier on a négligé l'excentricité ou l'inclinaison de l'orbite de Mercure et des autres planètes. Alors maintenant, on peut s'amuser à faire ce même calcul pour toutes les autres planètes. Donc je vais définir une variable i dans ma fonction de potentiel qui me dit à quelle planète je m'intéresse. Donc pour Mercure, i valait 1, mais maintenant i peut valoir n'importe quoi entre 1 et 8. Ici, je commence ma somme à 1, et il faut que je trouve une façon d'exclure la planète numéro i. Desmos a une syntaxe qui permet de faire ça. Donc je crée des accolades. Je lui dis que si n vaut i,
je ne veux rien sommer, donc je veux faire 0, et sinon, j'utilise cette grandeur ici. Et maintenant, mon potentiel phi dépend de deux variables, donc en bas, il faut que je réintroduise i dans les variables. Et puis les dérivés sont mal définis, puisque maintenant il y a deux variables. Donc au lieu de faire des dérivés en écrivant prime, je vais explicitement dériver par rapport à r. Voilà, et donc là, deux dérivés pour la dérivée seconde. Et donc maintenant, il me donne 0 puisque je dérive par rapport à r, mais mes arguments ne dépendent pas de r. Donc a, il faut que je le remplace par r. D devient une fonction de r et de i. Et donc en bas, pour obtenir mon résultat, je dois simplement remplacer petit r par le demi-grand axe de la planète numéro i, c'est-à-dire grand R de i, et cette fois je vais définir une nouvelle variable grand I qui va être à quelle planète je m'intéresse. Donc disons que je m'intéresse toujours à Mercure, donc pour l'instant i vaut 1. Et la dernière chose à faire, c'est que le petit a ici, eh bien j'en ai plus besoin. Ça doit être désormais le demi-grand axe de la planète petit i, et donc je le remplace par grand R de i. On retrouve bien nos 550 secondes d'arc par siècle, mais désormais, si je change grand I, eh bien, je peux choisir à quelle planète je m'intéresse. Donc on voit que pour Mercure, c'est 560 à peu près. Pour Vénus, on obtient à peu près 1200 secondes d'arc par siècle. Pour la Terre, à peu près 1300 secondes d'arc par siècle. Pour Mars, à peu près 1800 secondes d'arc par siècle, et ainsi de suite. Alors ce qu'on peut faire, c'est lui dire de considérer I comme une liste, entre 1 et 8, et puis de placer des points en abscisse I avec comme ordonnée la valeur de la précession. Donc je vais ajuster les axes ici pour qu'on puisse voir quelque chose. Voilà, et voilà tous nos points avec toutes les planètes. Donc on peut les relier par des lignes. Et ça, ce sont donc nos calculs qui ont donné ces valeurs de précession. Ici, on retrouve Mercure avec ses 560 secondes d'arc par siècle, et puis toutes les planètes une par une. Et pour finir, je vais rentrer dans une nouvelle colonne les valeurs expérimentales, les valeurs qu'on observe effectivement de précession pour pouvoir comparer. Et donc voilà les valeurs expérimentales, les valeurs réelles. Alors vous pouvez voir que notre courbe, elle n'est pas trop loin. Pour Mercure, on est vraiment très proche. Pour les autres planètes, on est un peu moins proche. Et pour Vénus, il y a une très grosse différence. Alors ça vient du fait que Vénus est très peu excentrique. Plus précisément, son orbite est très peu excentrique. Vénus, elle se déplace presque le long d'un cercle. Son excentricité, c'est à peu près 0,007. Et comme elle suit presque un cercle, eh bien c'est très difficile de suivre la position de son périhélie, le moment où elle est le plus proche du Soleil. Donc c'est à cause de ça qu'on a une très grosse différence pour Vénus. Mais par contre, pour les autres planètes, on est assez proche. On a quelques différences, mais si on prenait en compte les excentricités, les inclinaisons, et tous les autres paramètres newtoniens qui peuvent affecter les trajectoires, eh bien on retrouverait presque exactement ces points-là, sauf pour Mercure où on aurait une différence de 43 secondes d'arc par siècle, et c'est cette différence-là qui est expliquée par la relativité générale.